Prophétie de Richard Bonnat, ça fait un peu de la chair de poule. Que du génie, que du talent, que du bonheur ce matin. Et moi, ma mission n'a pas changé, c'est de vous donner toujours de la réflexion. On ne se moque pas d'un papa qui est là pour vous. On ne se moque pas de celui qui est là pour vous aider, pour vous servir. Bonjour Manu, Marius. Je suis très fier de vous recevoir ce matin chez moi. Moi, je suis déjà prêt, j'ai fini mon sport. C'est des petites choses qu'on vous dit au quotidien, mais ce n'est pas aisé. Hein? C'est pour ça qu'en réalité, la vie est complexe. Il faut aider les gens juste à se redécouvrir. Mais vous ne pouvez rien faire. Chacun a choisi son chemin, chacun son destin, chacun sa vie. Parce que quand vous dites aux gens d'appliquer les règles de la vie pour qu'ils ne tombent pas malades, c'est compliqué. Personne ne va appliquer. Quand vous donnez aussi, quand vous faites de la morale, la plupart des gens n'aiment pas la morale. N'est-ce pas? Les gens n'aiment pas la morale. Mais les donneurs de leçons sont souvent les plus grands vicieux. Alors, je vous prends un exemple. Vous serez au courant bientôt, il y a plus de 100 000 documents qui ont fuité à travers le monde. C'est comme les Panama Papers. Hein? C'est encore plus grave. C'est-à-dire les dossiers secrets des présidents, des ministres, des grands directeurs de ce monde, ceux qui confisquent l'argent, les patrons de FMI, de Banque mondiale, les présidents des pays. Vous allez voir comment on a sorti, enfin, il y a tous les dossiers qui ont fuité, c'est très grave. J'ai passé la nuit à lire ça, ça donne mal à la tête. Il y a beaucoup de chefs d'État africains. Il y a beaucoup de chefs d'État de vos pays. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes pauvres. Donc les gens qui viennent à la télé tous les jours disent lutte contre la corruption, mais ils s'en foutent. En réalité, la morale n'existe pas. C'est grave. Je vous prends un exemple simple. Le président Tony Blair, le premier ministre, si vous voulez, c'est lui qui a instauré la rigueur en Angleterre. Il a dit personne ne doit voler. Les impôts, tout le monde doit payer, pas de corruption. Alors vous savez, lui et sa femme qui est avocate, pour acheter une maison, leur propriété à Londres, de 9 millions de livres, donc de dollars, quelque chose comme ça, ou l'équivalent, le gars, pendant qu'il dit aux Anglais de ne pas toucher l'argent, lui-même, il a corrompu une société aux îles Caïmans, une société d'avocats. Ils ont monté une fausse société et ils ont racheté la même la fausse société qui a l'immeuble. Donc tout ça pour déjouer 4,5 millions d'impôts à peu près. Et il a fait ça tout son règne en disant aux autres, serrez-vous la ceinture. Ça vous rappelle pas grand-chose? Bon, ça, je vous laisse tomber. Il y a aussi le président Kenya. Alors, on a découvert que le président Kenya est parmi les présidents les plus riches. Il a mangé la moitié du PIB de son pays. Il a envoyé dans les capitaux. Il y a encore, bon, on garde ça pour le reste. C'est pas le but ce matin. Bon réveil et ça me fait plaisir de vous écouter, de savoir que vous êtes toujours là et que vous devez partager, évidemment. Vous devez poser vos questions, vous devez nous dire ce que vous pensez. Et puis, j'ai pas pu faire la messe hier parce que, ben voilà, beaucoup m'ont écrit, Pépé, mais la messe, où est la messe? J'ai dit non, mais c'est la vie. Donc, en réalité, les gens, je ne sais pas comment vous expliquer le but de la vie. Puisqu'on a des enfants qu'on élève, nous sommes des parents, on tente de leur inculquer la droiture, la morale, mais plus on grandit, plus la morale n'existe pas. Tous les bandits de ce monde nous donnent des leçons. Tous les voleurs. Dès que tu as volé, tu fais la loi pour protéger les biens que tu as volés aux gens, en leur disant ne volez plus, ne touchez pas nos biens. C'est pour ça que vous allez voir que la loi en réalité a été créée au début par les pauvres, pour les pauvres. Et puis, quand ils ont élu les gens, les députés, les maires, les ministres et tout ce que vous voulez, les présidents, et les gens puissants, ils se sont rendus compte que mais comment on va voter les lois? Comment on laisse les pauvres voter les lois pour nous contrôler? Ils ont commencé donc à intégrer les chambres, le Sénat, le Parlement et tout ça là, les postes de pouvoir,
pour que eux-mêmes ils votent leur propre loi qui les protège contre le peuple. C'est compliqué, n'est-ce pas? Vous voyez donc que tous les coachs sur Facebook ne peuvent pas vous dire ça. Hein? Il y a beaucoup qui viennent là sur le mur. Au lieu de dire, Pépé, explique-nous, on veut apprendre. Nous-mêmes, on veut devenir coach parce que je forme les coachs, je forme les leaders, je forme ceux qui prennent la parole, ceux qui forment les autres. L'école, c'est ça. On forme les formateurs. Mais il faut pas venir en cachette comme si. Mais si vous voulez être formateur, dites, apprends-moi à être formateur. Forme-moi à être formateur. Ne venez pas là vous demander l'amitié pour voler. Non, on vole pas ces choses-là. Il y a les enseignants et il y a les bons enseignants. Il y a les enseignants naturels, les enseignants sacerdotiques. Et le coaching, c'est l'enseignement. C'est pour ça que quand quelqu'un n'a même pas lu un seul livre ou une seule ligne ou d'un mauvais livre et il devient formateur et il devient influenceur, ça pose quand même des problèmes. Hein? Nous respectons tous les abrutis qui sont sur la toile, qui bruissent justement beaucoup, mais quand il y a quand même un patron, il y a quand même des niveaux d'enseignement. C'est pour ça que je respecte beaucoup ceux qui me suivent, parce que je me dis, tiens, ceux-là ont compris quelque chose. Ils cherchent quelque chose. J'ai des gens de qualité. Mes lives, c'est pour des gens de qualité. C'est pas le diplôme, c'est pas le parcours, c'est pas l'argent. Mais il y a des gens qui me suivent qui sont de très bonne moralité, des grandes personnes, des personnalités, cachées ou pas, je le sais. Et je vois leur progrès, ils me confient que j'ai changé leur manière de voir le monde. Le but, c'est de changer la manière de voir le monde. Parce qu'il y a des gens qui voyagent en regardant un seul côté de train, du wagon. Alors que le voyage est beau, il faut regarder, il faut admirer. En haut, en bas, à gauche, à droite, il y a la montagne ici, il y a la mer de l'autre côté. Mais on peut pas être tout à la fois. Il faut jeter un coup d'œil ici, tu apprécies, tu regardes là-bas, tu apprécies. Ça s'appelle avoir une vision panoramique du monde. Alors, quand vous voyez quelqu'un qui est focus comme ça toute la vie, comment il va savoir qu'on a écrit autre chose ici et là? Hein? Comment il va lire ça? Il va te dire non, lui, Dieu a dit de lire ce... Non, ça c'est l'endoctrinement. Et nous luttons contre l'endoctrinement. Le peuple lutte contre le sectarisme, les dogmes, la culture moyenâgeuse, la culture archaïque qui nous empêche d'avancer. Tenez, aujourd'hui on va parler de la perfection, comment être perfectible. Et deux aussi, on va parler de la compassion. On ne peut pas être perfectible et perfectionniste si on ne se soucie pas des gens. Pourquoi on veut être parfait? Regardez-moi le matin, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais ça fait 3 heures que j'ai perdu le sommeil. Parce que je cherche. Je veux être parfait. Je sais que ça n'arrivera peut-être pas, mais je ne m'abandonne pas. Comme on dit chez nous, les sages, les vieux du village, mon lo mayo ibabé. Hein? Mon lo mayo ibabé. Donc, il faut toujours ne pas s'abandonner. Il faut continuer de lutter. La vie n'est pas un jeu. C'est dur, c'est facile. C'est dur, c'est pas facile, mais il faut y aller. Je ne cherche pas la beauté. Je ne cherche pas euh, les bisous des gens. Je cherche juste à poser des questions, à tourmenter la tête. Parce que c'est ça le but de la vie, se poser des questions. Et vous avez des questions qui vous rongent depuis l'enfance. Mais posez-les. Posons-les ensemble. N'est-ce pas? Donc, je suis tombé sur une étude du Moyen Âge. Vous savez, on parle aujourd'hui du corona, mais l'épidémie a toujours existé depuis que le monde existe. Au Moyen Âge, déjà, la peste était là. Il y a des pestes violentes. Hein, la peste espagnole, la grippe espagnole, tout ça là, la grippe mexicaine, le palu en Afrique. C'est des vraies pandémies. Et puis, à l'époque, la médecine n'était pas évoluée. Et j'ai lu quelques traités de médecine. Bon, la médecine est la même depuis nos grands-parents, et après Hippocrate a pris, après Aristote, après Descartes, après tous ces gens-là. Mais les humains
ont toujours cherché la perfection. Alors, lors de la peste espagnole, par exemple, on s'est référé, on est au Moyen Âge, hein, jusqu'au 17e, 18e siècle. Les gars se disaient que quand quelqu'un a la peste, on le scarifie, on prend un poulet, le croupillon du poulet, on le met là où on a scarifié, pour qu'il aspire le venin. On fermait même le bec du coq pigeon ou tout ce que vous voulez, hein, et puis ça permettait de... Mais la plupart du temps, le poulet mourait. Et il fallait faire ça toute la journée, 7 heures par jour, pendant 30 jours déjà. Donc vous avez 7 poulets. Donc, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que l'humain est toujours à la quête de la science, de réfléchir, de trouver des solutions. Et puis après, on s'est rendu compte que c'était une piconnerie, c'était hasardeux, c'était... Aujourd'hui, la science a tellement évolué. J'ai Il y a en ce moment, pour ceux qui sont à Paris, le congrès mondial des ORL, des médecins otorhinolaryngologistes. J'ai fait un tour. Je suis pas médecin. Moi, je suis curieux. J'ai des amis qui m'ont dit, Monsieur Pissot, venez voir, vous qui faites des conférences. Ça peut... Et puis, quand vous écoutez, vous sentez qu'en Afrique, les gens ont refusé d'avancer, par exemple, d'étudier, de se remettre en cause. Vous ne pouvez pas être médecin et puis il y a un congrès international sur votre spécialité, vous venez pas. Et après ce congrès, il y aura des publications de ces grands scientifiques, des très grands scientifiques, qui viennent du monde entier. Et il y a des gens qui ne veulent pas apprendre. Même les plus grands, les maîtres des maîtres dans les domaines apprennent, on améliore comment soigner l'oreille, l'œil, la bouche, pardon, comment soigner, hein? C'est pour ça qu'ils sont en avance. Les gens qui progressent sont en avance. Alors, je vous disais donc qu'il faut être perfectible. Nul n'a le monopole du savoir, nul n'a le monopole de rien du tout. Mais il y a des gens qui se battent pour se sortir du lot et quitter les gens qui veulent vous enfermer dans la misère, dans le découragement, dans la banalité. Moi, j'apprécie les gens qui me disent, oui, mais tu dors sur Facebook. Je dis, oui, je travaille sur Facebook. Je cherche quelque chose. Je cherche à profiter de cette audience. C'est une tribune formidable. Qui peut m'employer dans ce monde-ci aujourd'hui? Ou quand tu es parfois noir et d'origine africaine, plus le CV est long, plus tu énerves les employeurs. Plus tu as un bon CV, plus on te ferme les portes. Je ne décourage pas, mais c'est les réalités. Il faut donc que les gens apprennent à entreprendre eux-mêmes, à créer eux-mêmes, à se battre eux-mêmes. Quand j'ai lancé l'idée d'Akeva Bank, qui est une banque pour nous, pour les pauvres, qui est en train de grandir, c'était que, mais pourquoi pour prendre 1000 euros, il faut aller faire la queue? J'ai mes amis juifs là, je ne les ai jamais vus faire les queues pour faire des prêts. C'est des coups de fil. Alors, Moshe, tu peux donner 1 million d'euros à notre frère hein, Isaac, et dans les 10 minutes, on vous donne les 1 million d'euros. Nous, pour avoir 100 000 euros dans notre communauté, tu peux passer 100 millions d'années. Même si les gens, on y donne pas. Même si les gens peuvent, ils soutiennent pas un projet. Et ils se plaignent d'être victimes. Mais arrêtons de rêver. Vous croyez que qui va venir développer vos pays? Qui va venir employer vos savants? Un savant africain qu'on emploie dans une multinationale est un vigile. Même s'il est qualifié, c'est un ouvrier des autres. Il travaille à enrichir le savoir et la richesse des autres. Ce n'est que comme ça. C'est pour ça que quand vous nous demandez de combattre les pays qui donnent la science, c'est carrément impossible aujourd'hui. C'est impossible. J'ai suivi un jeune dans la télévision, dans une télévision française, Africa 24, France 24, pardon. Et ce jeune-là, il nous explique qu'il était à Agadez au Niger. En un jour, il voit 5000 jeunes Africains débarquer. Il a fait un mois là,
C'était 5000 personnes. Non, en un mois, vous êtes à combien? 5000 fois 30. En un an, vous êtes à combien? Toute cette jeunesse-là qui part, c'est parce que vous ne pouvez pas les retenir. On retient les enfants dans la maison par la nourriture, par les occupations, les tâches ménagères, dont l'emploi, la formation. Donc, tant que vous n'avez pas ces réflexions-là, vous ne pouvez pas contrôler votre population, vous ne pouvez pas contrôler l'énergie, vous ne pouvez pas contrôler l'argent, le capital et le développement, la santé des gens. Donc, c'est toutes ces réflexions-là qui nous poussent à dire, mais pourquoi on va s'embêter? Vivons. N'entrez pas dans les combats qui vous dépassent parce que c'est une réflexion mondiale, c'est une cause, la causa nostra. Mais ce n'est pas à nous de changer le monde de notre petit regard. Un seul homme privé de liberté dans un pays, tout le pays est privé de liberté. C'est pour ça que c'est des batailles qui peuvent mettre 1000 ans. C'est des débats qui fatiguent. C'est pour ça que dans cette tribune, je peux donner un enseignement. Mais je participe parfois au débat, mais je suis pas libre de dire le fond de ma pensée. Est-ce que vous allez bien ce matin? Nous devons donc avoir le souci d'évoluer, d'être perfectible. Il faut aussi avoir le souci de la perfection, bien sûr, mais le deuxième souci aussi, c'est de la compassion. Il ne faut pas être égoïste pour mourir. Il y a un égoïsme là pour se concentrer, mais pour donner, pour jouir, pour éructer, pour donner le savoir au monde. Quand on écrit un livre, par exemple, on est égoïste, on s'enferme. Surtout ces jours-ci, je n'ai pas le temps. Je ne dors pas, j'écris des choses, je suis égoïste, je suis concentré. Après, c'est pour donner aux gens. Je donne au monde. Alors, il y a un égoïsme morbide et pauvre et congénital, c'est-à-dire tu dors tu meurs avec ton oreiller. Il y a une grand-mère dans un village, dans mon village, qui, lors de son décès, on a découvert qu'elle avait près d'11 millions de francs, d'anciens francs, sous son oreiller. Je ne sais pas pourquoi elle gardait cet argent, mais bon. Mais elle était dépouillée, elle était d'une misère, elle était d'une économie. Elle avait 11 millions de francs, d'anciens francs. Elle gardait tout. Donc détendez-vous et le monde est comme ça. J'espère que vous êtes au boulot. J'espère que vous êtes en train d'aller au boulot. Ceux qui n'ont pas le boulot, concentrez-vous, priez, vous aurez le boulot. Pour ceux qui n'ont pas de femme, c'est pas grave. Vous aurez une très bonne femme, bientôt, très belle. Pour ceux qui n'ont pas ou qui n'ont pas de mari, attention, le bon mari est là. C'est à vous de chercher. Ça dépend de ce que vous cherchez. Mais battez-vous. Ceux qui sont aussi homosexuels, cherchez un partenaire. Ça va arriver. C'est pas grave. C'est la vie. On nous a appris à tolérer les autres. Il faut tolérer. Les religions, il faut tolérer les autres. Il faut tolérer. La vie, il faut tolérer. Mais la tolérance a ses limites. Il ne faut pas que quelqu'un entre dans ta zone de confort. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te contraindre. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te brutaliser le cerveau. Mais la vie est comme ça. Vous avez vu Bernard Tapie est mort et Tapie a dit « Je paierai tout pour retrouver ma santé, ma voix. » 4 ans de lutte contre un cancer. 78 ans, mais la moitié du temps à lutter avec la justice aussi. Les condamnations, la prison, les procès. Et puis, à la fin, on se dit, mais la vie a même quel sens? Aujourd'hui, on célèbre Tapie, président de l'OM, ceci, cela, patron d'Adidas, ministre, quelqu'un qui n'avait qu'un petit papier de CEP d'électronique, une petite formation, il n'a pas été à l'école, mais quel talent, quelle force, quelle énergie, il était chanteur, acteur, PDG, patron de foot, patron de vélo, patron de ceci. Quelle vie riche, il avait tous les talents. Donc il y a des gens qui n'ont pas besoin d'un doctorat pour avoir du talent.
Il y a des gens qui n'ont pas besoin qu'on les casse. Parce que beaucoup de gens me demandent, mais Pépé, toi, tu fais tout. Je dis oui, mais bien sûr, je suis écrivain. J'ai une banque. J'ai Akeva Industrie. Nous montons des projets en Afrique. Nous soutenons. Même dans le bâtiment. Akeva Intelligence, c'est ce que je vous fais là. C'est des conférences, c'est du savoir. Voilà. Et puis Akeva Bank, c'est la, la connectivité avec l'énergie supérieure, la finance. Il faut être un homme plurisectoriel. Mais en réalité, quand je regarde la vie de Tapi, je me dis, mais est-ce qu'il faut, pour réussir, être en conflit permanent? Est-ce qu'il faut avoir le goût de gagner tout, d'avaler tout? Est-ce que si j'étais le coach de Tapi, ce grand homme, je n'allais pas dire à Tapi, laisse un peu ici. Peut-être il faut dans la vie être comme Tapi. Tu te sacrifies pour protéger ta génération future, pour protéger tes enfants. Il a laissé un héritage terrible. Son père était un petit manœuvre. Tout, il n'a rien. Petite maison, lui, il vient, il multiplie, il achète tout. Les clubs de foot, les bateaux, tout ça là, il achète. Mais à la fin, quand tu atteins ce degré de combat, tu es dans la brutalité humaine, la vie. Et Tapi a connu la vraie vie. Les luttes, les querelles, les bagarres. Derrière lui est Belle Joseph Antoine. Belle Joseph Antoine qui est mon ami et grand frère. J'étais avec Belle au téléphone. Belle me dit, mais ce monsieur, hein, Tapi a fait de lui son capitaine à Marseille. C'était historique pour un noir, un Africain, d'être capitaine du plus grand club d'Europe. Mais lui et Tapi, c'était la guerre. Parce qu'il dit Tapi est un imposant type. Alors, vous voyez donc, mais Tapi, le bandit, Tapi, le trafiquant, Tapi, l'homme d'affaires véreux, est célébré aujourd'hui à sa mort. Il y a une morale quand même, non? Bonjour à vous tous. Il y a d'autres qui me suivent de Suède. Au boulot, ça donne du peps. À la fin, vous donnez la dîme à maître. J'ai un cousin, vous savez, la formule, c'est maître dîmet. Avocat au barreau, quand il finit, il dit, où est donc ma dîme? Alors donc, la vie humaine, quand des gens comme les Tapis disparaissent, vous vous dites, mais est-ce qu'un leader n'est pas fait pour prendre les coups? Si tu ne veux pas vivre, ben, il faut mourir. Alors, il y a beaucoup de gens autour de nous qui vivent comme s'ils veulent mourir. Enfin, comme s'ils sont déjà morts. Ils ne créent rien. Ils ne proposent rien. Mais ils critiquent tout. Quand je compte bien, je suis déjà au moins à ma 20e société de créer. Et ça ne me gêne pas. Il faut recommencer ça quand ça. Il faut être là dans la compétition. Un leader doit lire au moins 10 livres par mois. Un directeur général, un intellectuel doit lire au moins 10 livres par mois. Et par an, 10 fois 12, ça fait combien? Alors ça, c'est les patrons. Tous les grands patrons doivent lire au minimum, au moins. Bon, on va être... Et puis les moins exigeants ici en bas, les cadres et tout, 5 à 10 livres. Et puis les petites personnes ici en bas là, qui n'ont rien. Faites un effort même. C'est pas pour les jeux, hein. C'est pas pour les jeux. Faites un effort de lire même un dessin animé, un Zembla par mois, un Zembla. Parfois on éteint la télé, vous éteignez des choses. Vous prenez un livre avant de dormir, vous lisez Zembla. Comme ça la vie est facile. N'est-ce pas? Voilà. Parce que vous ne croyez pas que vous pouvez vous développer dans la paresse. Et puis suivez des formations, payez des formations. Allez payer l'enseignant. Aux États-Unis, tout le monde paye la formation. Et tous les jours. Dès qu'un Américain a 100 $, il va sur Internet. Qui fait une conférence aujourd'hui? Moi, j'organise une prochaine conférence le 23 à Paris. Normalement, le simple fait que je dise que je suis en conférence, les gens doivent être alignés. C'est du savoir pur, c'est du bonheur. Les gens partent de partout. La dernière fois, j'ai des gens qui sont venus du sud de la France, de Nice. C'est combien de kilomètres? 800. C'est beau.
pour 2 heures. Parce que nous aussi, on le fait. Moi, je suis prêt à aller à Colvézi pour écouter un gars priant. Et on paye des livres. On se documente. On suit des directs. Et puis, j'ai vu quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo de gens, un papa, des vieux qui présentent leur voiture. J'ai dit, c'est la dernière fois. Je n'ai pas ma vie à dédier à la perte du temps. J'ai dit à la personne, la dernière fois, je vous bloque. Elle dit non, c'est pour se divertir. Mais oui, divertissez-vous, c'est la vie. Buvez, mangez, faites ce que vous voulez. Mais identifiez les gens avec qui vous vous divertissez. Moi, j'ai pas envie de suivre des gens qui me cassent les oreilles, qui me bouffent l'énergie, qui m'abroutissent le cerveau. Même quand on est pauvre, on veut être riche. Quand on est pauvre, on veut être excellent. Quand on est pauvre, on veut aussi sortir de cette zone-là. Qui vous a dit que le pauvre, le villageois, le noir, le ceci veut rester minable? Arrêtez ça. Vous êtes dans une civilisation où aujourd'hui on achète les vélos, les trottinettes, les trucs électriques. Les gens vous présentent encore les gros moteurs polluants en disant, ils ne comprennent même pas qu'on a basculé. On est dans une autre intelligence aujourd'hui. Et la pitié, l'alimentaire, le matériel, la nourriture. Mais c'est ça qui nous tue. L'homme n'est pas juste un amas d'os et de chair. Non. Nous sommes plus que ça. C'est pour ça qu'il y a une partie de la médecine. Vous savez, je vous parlais d'Aristote tout à l'heure. Je lisais un procédé, c'était en grec, en latin, d'Aristote, où il décrivait le rôle de la médecine. Et surtout au Moyen-Âge, depuis quand, comme je vous expliquais, on pensait que les chirurgiens sont plus importants que les autres médecins, parce que le chirurgien lui touche la chair, le corps, alors que la médecine, la plus grande partie de la médecine est aussi invisible. Et la plus grande partie de la médecine est, voilà, est immatérielle. Et c'est là où nous, on intervient. Tout ce que j'ai lu et j'ai appris de mes grands-parents, c'est ce que je vous transmets aujourd'hui. Et je n'ai pas pris de ma culture quelque chose qui est inutile. J'ai compensé avec tous les savoirs que vous voyez codés là des autres. C'est ce mélange qui donne l'éclectisme. Il faut être un homme. Un homme est un homme debout. Dans cette bataille, le vent t'amène de gauche à droite. Si tu t'amuses, on t'achète en route. Comme en Libye, on achète nos frères. Parce qu'ils ne savent même pas qu'ils sont humains. Ils sont partis déjà broken, cassés dans la tête. Vous vous levez le matin, vous êtes déjà cassé. L'autre va vous acheter au marché des humains. L'humain est dangereux. Alors, il faut se former. Il faut se former, les amis. Il faut avoir le goût de l'aventure, le goût de la connaissance. Parce que l'école va disparaître bientôt. C'est terminé. On ne va plus jamais s'asseoir là pour faire 20 ans à l'école. C'est terminé. Les enfants aujourd'hui créent des logiciels à 10 ans. J'ai mon fils qui fait des applications, il fait des vidéos à 350 000 vues. Je dis, il fait ça avec son téléphone de sa chambre et puis il a les TikTokers, vos choses là. Les jeunes sont... Donc, il faut s'adapter, il faut évoluer. Le malheur chez nous, c'est que les gens vivent encore au Moyen-Âge, alors que nous sommes dans un siècle où tout est là, tout est beau, tout est vivant. Les gens se battent, on avance. À qui va? Partagez alors le direct. Partagez. Donc je disais, il faut avoir de la compassion. La compassion, c'est quoi? Partager les émotions comme passion. Partager la passion dans les émotions des autres. Vous voyez, on est interconnectés. La vie est mystique. C'est ça qui fait le charme de la vie. C'est ce mystère-là. Je vous prends un exemple. N'est-ce pas si je baille ce matin? Quand vous êtes à côté de quelqu'un, il baille. Qu'est-ce que vous faites? Vous baillez aussi. N'est-ce pas? Donc, vous partagez des émotions.
Pour vous montrer la magie de la vie, hein, vous n'avez pas de contact avec quelqu'un, mais vous êtes même dans une salle, vous commencez à bailler, le type voit, un va bailler, tout le monde va bailler. Ça veut dire que vous êtes en compassion. Vous avez partagé quelque chose qu'on ne voit pas. Nous les hommes, alors, on est... Quand un seul homme a envie de faire miction, une envie pressante, tous les hommes vont se tourner et vont faire la même chose. Pareil pour les femmes. Donc, vous communiquez avec des gens. Je ne vous explique pas tout, hein. On est en live, là, on est sur Facebook. C'est dans les formations qu'on pousse un peu la réflexion. Parce que les gens croient que non, moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Mais monsieur, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Il faut ouvrir le cerveau. Il faut ouvrir le cerveau. J'ai un message que je vais vous montrer. Je ne sais pas si je le retrouve. J'ai essayé de le tirer. Non, c'est la carte d'embarquement. Je voyage bientôt. Non. Alors, je ne retrouve pas. Alors, quelqu'un m'a écrit. Il me dit, Pépé, est-ce que les gens vous ont dit qui vous êtes vraiment pour nous? J'ai dit, je ne sais pas, mon frère. Entre le désir d'être humble et le désir de dire aussi la vérité et d'être bien, il faut dire. Il m'a dit, Pépé, vous êtes notre lumière. Vous nous faites du bien. À moi, ma famille, mes enfants, aujourd'hui mes collègues. Je vous ai imposé au bureau. Il a une petite entreprise, hein. C'est un Africain qui a une petite entreprise ici en France. Il me dit, je vous ai imposé à tous mes collègues. Parce que moi, le matin, je vous mets toujours. Et quand ils entrent, je dis, mettez-vous là, écoutons. Et ça m'a fait plaisir. Et je suis invité, je ne sais pas si je dois donner le nom de la société maintenant. Il m'a dit, vous venez, vous me formez, ces gens-là, notre équipe, pendant au moins une semaine. Et on a besoin de vous. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le fait d'y aller qui m'a touché, mais c'est l'humilité. Et c'est pas un enfant. Quand j'ai fouillé, j'ai vu son CV, j'ai eu mal à la tête. Je dis, mais c'est pas possible. Donc, j'encourage tous les gens, tous les jours, vous vous moquez de nous, c'est pas grave, mais le travail de fond est important. Parce que ce qui se passe en Afrique, c'est que nous voulons des pays modernes avec des gens pas modernes. Des parfaits abrutis qui ont brutalisé le savoir, ils ont détruit la confiance et la conscience nationale, ils se sont arrogés tous les pouvoirs, les privilèges, depuis l'indépendance, depuis qu'on a chassé le blanc, c'est eux qui jouissent. Faites alors comme les blancs dans le domaine de complexe. Faites alors goudronner les routes, alors on voit, profiter du budget, mais non, eux c'est leur confort. C'est leur voiture, leurs enfants qui doivent venir étudier en Europe, se soigner en Europe, leurs femmes, leurs domestiques. Mais ils n'ont pas réfléchi à cette pensée supérieure. C'est pour ça que les pays sont encore comme au Moyen Âge. Finalement, avec beaucoup de courage, je pense qu'il faut euh, qu'on recolonise l'Afrique. C'est choquant. Un intellectuel est là pour choquer. Mais parce que seul, vous ne pouvez pas. Seul, on a montré que les gens là-bas ne peuvent pas. Ils ne savent même pas. Il y a une conscience supérieure qu'ils n'ont pas. Ils ont des papiers signés par les petits gens ici, l'agrégation, tout ce que vous voulez, mais ils sont rentrés comme des pygmoïdes là-bas. Ils sont rentrés, ils sont des broussards. Voilà. Tel villageois, c'est pas bien, mais on dit des broussards. Une mentalité broussailleuse. Ils ne savent pas ce que c'est que le développement. Vous voyez quelqu'un qui est docteur, mais il est totalement broussard. Il n'a aucun code du monde. Alors que l'étude nous donne accès à la civilité, à la grandeur, à l'envie de créer, de procréer, l'accouchement des idées. On disait que la mère de Socrate accouchait des hommes, des corps. Mais Socrate, lui, il accouchait des idées.
D'où la maïeutique socratique, qui est problématique aujourd'hui parce qu'il n'y a plus d'éthique. On n'enseigne plus. On n'a pas de valeur dans nos pays. Les pays en Afrique, les pays vont comme ça. Regardez comment on fait le management. Ici, ils vont vers ce qui est bien pour tout le monde. Ils ont dit passe sanitaire. Les gens défilent, ils bavardent, ils demandent passe sanitaire. On ne tergiverse pas avec le progrès. On dit passe sanitaire. Ah, nous les mécontents ici, on va marcher jour et nuit, mais passe sanitaire. Le leadership, c'est ça. Le cap. Là. Et quand vous avez un chef de famille qui lui-même ne sait pas où est la route, comment les enfants vont trouver la route? Passe sanitaire. On va là-bas. Je vous parlais tout à l'heure, pour rester dans le domaine de la compassion, pour rester dans le domaine de la mystique de la vie, quand quelqu'un boit souvent le vinaigre ou un whisky fort, n'est-ce pas, quelqu'un en face lui tire la bouche. Ou bien si je mâche un citron là maintenant, quelqu'un, vous à la maison, vous allez avoir mal. Ça veut dire qu'on a partagé quelque chose. Et dès que vous avez déjà compris ça, vous comprenez que l'humain est fait de partage des émotions, partage des énergies, partage du savoir, partage des projets, partage de la vision. J'ai une vision commune. Et chacun sur Terre est né avec son projet de vie, de naissance. Donc quand vous naissez, on vous met un cachet pour dire voilà ton programme de naissance. Toute ta vie. C'est ce que vous allez appeler le destin. Et comment faire pour que personne ne vous brouille votre destin? Il faut donc se rappeler tout le temps de ce projet de vie. Vous ne pouvez pas voler l'énergie de quelqu'un qui est conscient. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de gens chez nous, dès que tu passes à la gare, c'est toujours quelqu'un qui a la Bible ici, même en Europe. Il vient te perdre 1 heure et tu l'écoutes. Il te parle des choses qui n'existent pas de Mathusalem. Tu dis, mon frère, je suis en train d'aller au travail. Mon frère, j'ai rendez-vous. J'ai mes choses à faire, ne me détourne pas. Alors, si on vous détourne de votre projet de naissance, comment vous allez être libre? Comment vous voulez être indépendant? Comment vous voulez que les autres vous respectent s'ils savent qu'ils peuvent vous acheter à tout moment? Il y a des jours où même dans le foyer, votre femme, elle fait bien manger, elle fait la nuisette, tout, la déco, elle est en nuisette. Mais dès que vous arrivez, elle dit, non, elle se fait désirer. Elle ne dit pas un nom qui est non, elle se fait désirer. Il faut savoir se faire désirer. Mais quels sont ces gens qu'on achète, on met dans les bateaux? Maintenant, on les achète même plus. Eux-mêmes sont au désert. Ils marchent. Ils viennent même là. Ils disent, on est déjà là. Achetez nous-mêmes ici sur place. On dit, on va t'envoyer le transport. Non, il dit non, moi-même, je peux venir. Quand je vois tous ces jeunes qui meurent, qui dorment, pendant que je parle là, il y a des jeunes qui ont passé la nuit devant les ambassades dans toute l'Afrique. Il faut une conférence internationale sur le bien-être. Ceux qui ne peuvent pas avoir de visa vont prendre la route. Ils ne vous attendent pas. Mais c'est ces jeunes aussi qui sont violents sur les réseaux sociaux. Mais qui se soucie d'eux? Personne. La compassion a disparu. On n'est pas des gens qui... Le monde est bizarre. Ceux qui nous donnent des leçons, les grands conseils, les grandes théories sont les premiers voleurs du monde. Les plus puissants sont les premiers voleurs. Et je discutais avec un jeune hier qui m'a dit, grand frère, je vous aime beaucoup, mais nous on vit dans ce Paris-ci. Quand nous on est noirs ici, c'est la violence. Nous on menace. Si on n'arrache pas, je dis, ok, tu as raison. Mais toi, tu as la violence, tu vas tomber sur une plus forte violence. Évidemment, parce que c'est les patrons. Regardez Tapie, on parlait de Bernard Tapie. Aujourd'hui, on célèbre une icône. Mais toute sa vie, il a passé le temps à faire des micmacs. Alors, la moralité de la vie, pour revenir sur
tapis, incontestablement un grand homme, parce que ce qu'il a fait, ce genre de destin-là, c'est pour les grands hommes. Et aujourd'hui, on nous empêche d'être leader. Dès que tu veux être fort, là, on dit non, tais-toi. Mais comment tu vas changer le monde si tu te tais? Comment tu vas changer le monde si tu n'existes pas? Comment tu vas changer le monde si tu ne t'affirmes pas? Affirmez votre désir de grandeur. Affirmez votre identité. Créez quelque chose qui n'existe pas. Je vous ai parlé l'autre jour d'un petit Italien sénégalais, là. Il y a un Sénégalais qui vit en Italie, Meppe Koualam, là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il est milliardaire aujourd'hui en CFA, millionnaire. Juste par un geste. Il a innové. Personne ne faisait ça avant. Dieu, voilà son projet de naissance, de vie. Donc il a cherché, il travaillait, il avait les assiettes dans les restaurants. Après, grâce au Covid, il se dit, mais tout le monde entier a repris ce geste. Toutes les marques, toutes les sociétés, toutes les stars, de Kylian Mbappé à Jordan Michael, de tous ces gens-là, les Lamborghini, les Porsche, ils marchaient à pied. En moins d'un an, les Ferrari signent des contrats avec lui, juste pour un jet. Ils ne parlent pas. C'est pas Dieu, c'est pas fort ça. On enseigne ça dans quelle école? On enseigne ça dans quelle école de commerce ou de business school? Parce qu'aujourd'hui, nous tous, on veut parfois payer les études chères à nos enfants, la business, alors que tout est là. Tu as ton projet de naissance. L'enfant n'en est pas allé à l'école. Lui, c'était un washnet, il avait les assiettes. Un seul geste, multimilliardaire, multimillionnaire. On se dit, mais le but de la vie, donc, c'est quoi? Est-ce qu'à ce jeune-là, tu peux enseigner quelque chose? Il était déjà ça. On lui a donné le déclic. C'est comme quand je fais mes vidéos, j'attends rien. C'est mes enseignements. J'écris des livres depuis une vingtaine d'années. J'en ai publié pas mal. Et les gens découvrent aujourd'hui. Mais je vis. Mon projet de vie, peut-être, c'est ça. Peut-être, c'est même pas ça. Peut-être en sortant un jour, je vais croiser peut-être, je sais pas, un hibou qui va me déposer, hein? Un hibou va me déposer ces excréments-là, et puis je vais toucher, ça va devenir de l'or. La vie est magique. Donc, il n'y a pas de phase complète pour la vie. On peut être bandit toute la vie et on meurt, on devient une icône mondiale. On peut être bandit et populaire. On peut être le Robin des Bois, voler là-bas pour distribuer ici. On peut être ceci, on peut être corrupteur, mafiosi, mais quand on meurt, on dit on était un génie. On peut être dictateur, brutaliser les gens, créer des guerres, mutiler, tuer, et quand vous mourrez, les gens pleurent quand même. Mais vaut mieux quand même être du bon côté de l'histoire. Mais finalement, c'est quoi le bon côté de l'histoire? Il y a une morale. Ne tuez pas, ne volez pas, ne faites pas ceci. Mais il y a des gens qui font exactement ça tous les jours et qui dînent avec le pape. C'est là où on se dit, mais c'est quoi le but de la vie? Je vous raconte cette belle histoire. Il y a des pêcheurs au Yémen. Le Yémen, c'est le pays le plus pauvre du monde, qui est même bombardé par les États-Unis tous les jours. Les États-Unis n'aiment pas le Yémen. Ils disent que c'est le pays là qui produit les wahhabites, les salafistes, les terroristes. Donc, les États-Unis ont peur du Yémen. Ils ont détruit tout ce pays-là. Alors, les pêcheurs là-bas partent en mer et parfois ils ramènent un ou deux poissons. Et un jour, ils trouvent une baleine. J'allais dire une grosse baleine, mais c'est une tautologie. La baleine est déjà morte, mais le ventre est bombé et il y a une odeur. Les gars tirent quand même la carcasse de la baleine morte. On opère la baleine, une odeur pestilentielle, mais la baleine a quelque chose, des pierres précieuses. Vous savez qu'il y a 10% de baleines qui ont des pierres précieuses. C'est comme l'émeraude.
Il y a un nom spécifique. C'est comme de l'or. Ça coûte plus cher même que de l'or. Et je me rappelle qu'étant petit, à Kribi, au bord de la plage, chez moi, parfois une baleine échouait et les gens la découpaient et tout, mais il y avait une odeur et puis c'est un liquide, c'est un produit bleuâtre. Et quand j'ai vu cette information-là, j'ai dit, tiens, peut-être qu'on était ignorant. Alors les pêcheurs là ont recueilli tout ce liquide-là, ces produits-là, ces pierres-là, ça vient dans l'intestin de la baleine en réalité. Mais c'est avec ça qu'on fait les parfums les plus chers. C'est avec ça qu'on fait. Et ces pêcheurs-là, qui n'arrivaient même pas à avoir de maison, ont eu 8 millions de dollars en vendant ces pierres précieuses, ces déjections de baleines. Est-ce que vous comprenez le but de la vie? Parfois, Dieu nous parle, Dieu est partout, et nous, on va cogner la tête ailleurs. Mais pour être là, il faut être là au bon moment. Un jour, je vous raconterai véritablement ma vie, et surtout dans le livre qui est en train de sortir. Ambergris, ambergris. Vous voyez, il y a des savants qui nous suivent. Exactement. Le nom m'échappait. Brett Thomas. Thank you. I don't know who you are, mais tu es quelqu'un de très puissant. Ambergris, well vomit. Exact. J'ai vu ce ambergris-là. Tous ceux qui ont côtoyé, ça je parle de Kribi au Cameroun, la mer, on sortait de l'école, les gens sortent de l'école, on trouvait des baleines échouées, il y avait cet ambergris-là. Mais les gens jetaient ça, on dit, oh, il faut nettoyer, oh, ça pue. Parce qu'effectivement, ça pue, mais c'est de l'or, c'est de l'ambergris. Et vous voyez, 30 ans plus tard, on dit que c'est les milliards. Mais l'ignorance, quand vous ne connaissez pas, vous vivez une vie misérable. Quand vous ne connaissez pas, vous subissez la vie. Regardez les exemples. Mais ces pêcheurs-là, les Yéménites-là, vous les voyez pauvres là, mais ils savaient. Ils ont cette culture. Nous, quand la baleine échoue, on dit le Mami Wata est là, oh, c'est le démon. Oh, les gens commencent à fuir. Pourtant, il y a de l'or là-dedans. Exactement. J'ai vécu ces scènes-là plusieurs fois à Kribi. Ceux qui sont là peuvent témoigner que ça arrive tout le temps. Et sur toutes les côtes africaines, il y a des baleines qui meurent. Mais personne n'a jamais l'idée. On découpe juste pour manger la chair, mais le reste n'intéresse pas. Pourtant, c'est de la richesse. La richesse est partout. Elle est dans les livres, la connaissance, elle est dans la nature, elle est dans la rencontre avec l'autre, elle est dans la bien-aisance, la bienséance. C'est pour ça que j'enseigne pour la conférence du 23 octobre, j'insiste là-dessus. Je vais enseigner ce qu'on appelle la clairaudience, la clairsentience, hein, et la clairvoyance. Il faut être clairvoyant dans ce monde. Il faut humer les choses, il faut sentir, il faut avoir le flair, aller vers ce qui est bien. Mais quel est ce peuple? Quels sont ces gens qui vont toujours vers ce qui est négatif et ce qui est mauvais, inutile? Allons vers ce qui nous élève. C'est tout ce que je voulais dire ce matin. J'ai fini mon heure et je suis très bien heureux de vous dire que nous devons inspirer les gens. On commence par inspirer d'abord ses enfants, inspirer sa famille, inspirer le pays, inspirer le monde. Et le monde est en train de changer très vite. Le monde est en train de changer très vite. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, oui, mais nous, le guide, nous, la lecture, nous, on ne lit plus, bon, les livres est dépassé. Je dis, quoi? Mais c'est ce que les autres veulent vous dire, pour vous remplir le cerveau de bouillie et de biberon, de Coca-Cola. Chaque jour, les penseurs écrivent, ils réfléchissent. Et c'est là, en fouillant qu'on tombe sur l'idée, on dit, tiens,
Voilà un des maîtres spirituels africains. Voilà une Bible africaine. Il faut la voir. C'est Cheikh Anta Diop. Vous voulez que je vous dise quoi? Hein? Vous voulez que je vous dise quoi? Cheikh Anta Diop. Regardez ce qu'il dit. Hum, très fort. Hum. On continue à traiter les problèmes nationaux avec une mentalité de fonctionnaire. Cette carence se traduit encore par l'absence d'une politique culturelle digne de ce nom. Dans tous les États d'Afrique noire indépendants à l'heure actuelle, aucun État n'a encore établi une politique systématique de rénovation de la langue nationale. Aucun n'utilise la langue africaine comme langue de gouvernement. Aucun ne cherche à créer sans délai une puissante armée moderne dotée d'une forte aviation, civiquement éduquée, inapte au putsch. On risque plutôt de n'avoir que des embryons symboliques d'armée où un Gugus peut se lever le matin, il prend la tête d'un État avec un matériel désuet, sans aviation, sans engin, sans balistique. Nous serons obligés de compenser la facilité relative de notre libération par un immense effort d'éducation politique. Il faut l'éducation politique, de formation culturelle. Il faut la formation culturelle, d'éveil spirituel. C'est pas moi qui dis. C'est Anta Diop. Sinon, nous risquons de ne pouvoir opposer au nationalisme étranger encore expansif et fortifié par la lutte armée qu'un nationalisme folklorique et bariolé, tout au plus de couleurs, vive de nos tissus indigènes. Panafricaniste. L'Afrique média, quoi. C'est-à-dire un national, nous, c'est nous. Mais quand on vient fouiller, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Ni de cerveau, ni de culture, ni de pensée. Vous êtes encore dans la... Vous n'êtes rien. Rien n'est plus extraordinaire, plus fantastique que cette distribution, hein, par le chef de l'État français de divers petits drapeaux sur la place de la Concorde au chef d'État de la communauté le jour du 14 juillet 1959. Si vous comprenez. Donc De Gaulle en 1959 reçoit tous les chefs d'État africains et il arrive, il leur donne le drapeau de la France. Et tous les chefs d'État ont le drapeau de la France, d'autres mettent ça sur leur veste. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Ça ne changera pas demain. Finalement, il faut revenir dans cet empire. Mais quelle est la place de notre empire? Allez, Cheikh Anta Diop était musulman. Mais c'est un autre débat. J'expliquerai la prochaine fois. Bernard Tapie aussi était un bandit, un tricheur. Mais ça s'empêche qu'il soit célébré. Tout Marseille aujourd'hui va le célébrer. D'ailleurs, dans une des chansons avec Doc Gineco, Tapie disait, dans les ministères, les affaires, la politique, le business, c'est toujours le gangster qui contrôle l'affaire. C'est un gangster moderne. Je n'encourage pas les jeunes à avoir cette vie-là. Parce que moi, je ne peux pas passer la moitié de ma vie entre les procès, les tribunaux, les ceci, la prison. Mais si c'est peut-être le prix de sa légende, c'était son destin. Hein, Valérie? C'était son destin, non? Hein, Giscard? Chacun a son destin sur Terre. Mon destin à moi, je pense que ce n'est pas de passer la moitié de ma vie en prison ou dans les tribunaux. Je pense que c'est de parler tous les jours. Chacun a sa souffrance. Parce que si on te donne le cancer de Tapie, on te dit, est-ce que tu veux ces milliards et son cancer? Qui peut acheter? On nous dit Steve Jobs. Mais Steve Jobs a vécu sa vie. Créer Apple, Google, enfin Apple, et il faut beaucoup de choses. N'est-ce pas? Mais à la fin, il a un cancer qui le foudroie. Mais finalement, la vie, et c'était ça la réflexion de ce matin, elle vaut la peine d'être vécue, mais il faut y aller. N'ayez pas peur de mourir pour vos combats, pourvu que le monde entier se souvienne de vous.
surtout en bien. Aujourd'hui, on dit tout de Tapi, mais personne n'a envie de le salir. C'est un résistant, c'est un lutteur, c'est une icône, c'est Marseille, c'est la gloire. Mais c'était aussi le petit corrupteur, un homme d'affaires véreux. Mais c'est Tapi qui gagne. Le nom de Tapi est partout. On va le décorer, la nation va le décorer. Il faut réfléchir à ça. Donc, pour atteindre un grand destin, vous allez casser les œufs. Vous allez faire du mal au passage. Mais si on peut éviter de faire du mal, on peut aussi avoir une vie comme, je sais pas, même Barack Obama a tué Oussama Ben Laden, mais pour la bonne cause. Enfin, mais il est prix Nobel de la paix. Donc, la morale, c'est le bien, le mal, c'est le mal et le bien en même temps. Mais au final, il faut juste que vous soyez le gagnant. C'est difficile, c'est pas un sujet. Mais quand vous avez une vie à 1000 à l'heure, comme les tapis, vous avez un cancer assuré. Ça, c'est clair. Parce que le corps est déconcentré. Le corps est... Les cellules se reproduisent et puis les mauvaises cellules viennent. Le cancer, c'est les cellules cancéreuses, dont les mauvaises photocopies de cellules qui se photocopient chaque jour en milliards dans notre corps. Et quand vous êtes trop tendu, trop stressé, quand vous avez cette... Vous avez une chance sur deux d'avoir un cancer. Et c'est pour ça que les Africains n'avaient pas ces choses-là, parce qu'on avait des petites vies. J'étais l'autre jour en conférence et j'expliquais à ces étudiants que méfiez-vous, vous ne pouvez pas apprendre au reste du monde ce que vous avez. Nous, on vivait là déjà. Parce que j'ai encore l'image, je l'ai dit ici, la sagesse pygmée, hein, c'est un des chapitres de ce livre. C'est vrai qu'on est en train de partir. La clé de la réussite. Oh là 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 là. C'est fabuleux. Écoutez, j'essaye de trouver... Bon, c'est pas grave. Les règles simples, ça doit être un des derniers chapitres. La sagesse pygmée. Hmm. Alors, vous savez ce que je dis dans la sagesse pygmée? C'est une anecdote. Alors, un matin, je suis chez moi, je suis dans ma ferme, au village, et puis je vois débarquer une dame, une maman, assez âgée. Vous savez, vous êtes assis le matin en famille. Moi, j'ai une grande famille. On est tous assis, on prie, on cause, on médite, on bavarde, on rigole. Et puis, il y a une femme, une maman, je ne vais pas dire mais une grand-mère qui passe. Et devant la cour, on a beaucoup d'arbres fruitiers. Et puis, il y a un prunier. Et la maman, elle nous salue, elle nous demande la permission de prendre les prunes, de ramasser au sol. Il y en avait tellement, mais elle a juste pris quelques-uns. Elle a pris 4 prunes. Et moi, je lui ai dit, mais maman, mais prenez, ça pourrit au sol. Elle dit, non, ça me suffit. Il faut laisser aux autres. Elle avait la possibilité de porter autant. Elle a pris 4 petites prunes en se disant, ça c'est pour les autres, le reste c'est pour la nature, j'ai pris ma part. Voilà toute la philosophie de la vie. C'est pour ça que quand je vais dans des conférences avec des gens, surtout j'ai des collègues européens, les coachs que vous célébrez, les conférences, ils n'ont pas de culture. Toute leur culture c'est le Bouddha, j'étais avec le grand maître ceci, mais eux-mêmes n'ont pas d'expérience vécue. C'est pour ça que nous on est 2 fois plus forts. Parce que nous on a vécu ça. On a tous vécu ça. On a nos villas, nos rites, nos trucs, qui sont la culture de la civilisation humaine. Comment quelqu'un va venir m'évangéliser? Tout ce que je viens de vous décrire là en 1 minute, c'est le but de la vie. Prélever doucement, sans détruire. Or, qui détruit nos forêts aujourd'hui? Qu'on garde depuis des millénaires. Et qui nous fait la morale écologiste? Les mêmes qui disent écolo ont des jets privés, des yachts, des Lamborghini. Mais vous, ils vous disent achetez la Twingo. Le monde est fait pour que les plus petits, ceux qui ne sont pas armés, soient bouffés. Mais en réalité, les règles simples de la vie sont là.
dans ce que je viens de vous décrire. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de guerre. Tu fais ton champ, tu laisses pour ton frère. Tu fais ta récolte, tu manges un produit de saison. Juste ce qui... On prélevait juste ce qui est utile pour nous. Et aujourd'hui, les mêmes font des conférences, ils ont des grands noms, ils sont des grands profs, des coachs, pour revenir nous dire de préserver la nature. Arrêtons l'imposture. Allez, c'est terminé. Bonne journée, bon lundi. J'espère que ça sera une semaine magnifique pour vous. Moi, en tout cas, moi, ça a commencé sur des chapeaux de roue. Je dois être sur Paris, enfin, avec les embouteillages dans 30 minutes. Je vous souhaite le meilleur pour vous. Je vous adore. N'ayez pas peur. Le guide Pépé est là. Je suis utile à mon destin. À Keva.